Eh bien, quelle drôle de semaine pour l'intelligence artificielle. Après un bon mois de news ultra positives, d'innovations très enthousiasmantes, place désormais à la peur. C'est ce que je souhaite vous présenter dans cette vidéo. Et pour illustrer effectivement le contexte dans lequel on est d'un point de vue IA aujourd'hui, je me suis permis de faire une petite photo d'Elon Musk un peu apeuré dans un contexte d'intelligence artificielle, puisque c'est lui qui sonne finalement le départ d'une angoisse auprès des gouvernements, auprès des institutions, sur tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. On en a parlé sur la chaîne il y a quelques jours, je vous mettrai forcément le lien dans la description, mais ce qu'il s'est passé, si vous n'êtes pas au courant, eh bien c'est que Elon Musk a publié une lettre ouverte co-signée par plus de 1000 entrepreneurs de la tech et de l'intelligence artificielle, demandant urgemment une pause dans tous les projets d'intelligence artificielle supérieurs à GPT-4. Donc évidemment, ça concerne GPT-5, mais aussi les autres projets sur lesquels bosseraient d'autres entreprises qu'OpenAI. Et derrière, vous allez voir, il s'est passé énormément de choses. Ce point sur la courbe du changement, on y reviendra un tout petit peu plus tard, mais les news déjà que je voulais vous partager, fraîchement sorties, eh bien c'est le début, je pense, d'une série de ce côté-là. Mais en fait, l'Italie vient de bloquer l'accès à ChatGPT pour différentes raisons que je vous propose un petit peu de balayer ensemble, puisque ce sont des raisons assez pertinente, je pense que vous allez voir. En fait, ce qui se passe, c'est que l'Italie reproche à ChatGPT deux choses principalement. La première chose, c'est de ne pas demander l'âge de ses utilisateurs et de ne pas restreindre l'accès aux utilisateurs mineurs de ChatGPT, ce qui peut poser problème effectivement dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et dans la rédaction des prompts et dans les résultats qu'on peut effectivement générer avec l'intelligence artificielle. Et l'autre problématique, selon l'Italie, c'est qu'OpenAI ne communique pas sur la manière dont sont hébergées les données personnelles, dont elles sont traitées, dont elles sont protégées également. Et pour ce pays, effectivement, c'est un problème aujourd'hui qui justifie de bloquer l'accès à ChatGPT entièrement dans le pays. Donc c'est des choses qu'on pourrait voir arriver effectivement. Alors si c'est là en Europe, pourquoi pas en France ou ailleurs dans le monde. L'information effectivement qu'on va aborder dans cette vidéo et qu'on va traiter finalement en filigrane, en fil rouge de ces actualités, parce que vous allez voir que tout est lié, c'est finalement aujourd'hui, est-ce qu'on peut freiner le progrès technique? On va voir ce que dit l'histoire, on va prendre quelques exemples historiques, marquants, et on va se poser la question aussi de est-ce qu'on peut, malgré l'appel à la pause d'Elon Musk et des entrepreneurs, est-ce qu'on peut mettre en pause le progrès IA, dans le sens où c'est une innovation quand même très particulière qui apprend d'elle-même, qui se développe elle-même de manière exponentielle. Est-ce qu'on n'est pas déjà trop avancé dedans pour pouvoir le ralentir? C'est une question à laquelle on pourra essayer de répondre. L'autre information qui vient de sortir, eh bien c'est l'UNESCO qui continue finalement dans la démarche d'Elon Musk et qui demande une pause aussi immédiate par rapport à l'intelligence artificielle, notamment pour des questions d'éthique. Donc là, on va pouvoir traduire la page pour qu'on regarde un petit peu dans les grandes lignes ce que la page raconte, mais effectivement, ce que nous dit l'UNESCO, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle joue un rôle dans la vie de milliards de personnes, parfois inaperçue, mais souvent avec des conséquences profondes. Elle transforme nos sociétés et remet en question ce que signifie être humain. Ça, c'est un point aussi que j'ai l'habitude d'évoquer avec mes clients quand je fais des ateliers sensibilisation autour de l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup aujourd'hui, on peut avoir peur, on peut être passionné, on peut être enthousiaste par rapport à l'intelligence artificielle, mais en fait l'intelligence artificielle, elle ne vient pas d'arriver dans notre quotidien, elle est là depuis des années, depuis à minima 2017, et vous y êtes confrontés quotidiennement. L'exemple le plus parlant, c'est les sites de streaming comme Netflix par exemple, qui utilisent l'intelligence artificielle pour vous faire des recommandations de contenu, pour rédiger les synopsis, les présentations des séries et films en fonction de votre personnalité, de votre contexte, de vos historiques de navigation. C'est l'intelligence artificielle qui permet à Netflix, et je vous mettrai une vidéo en lien dans la description dans laquelle j'ai décortiqué ça, mais c'est l'intelligence artificielle qui
permet de choisir les bonnes miniatures pour vous personnellement qui vont vous inciter à cliquer sur la série ou le film en question. Et donc l'intelligence artificielle, elle est vraiment là au quotidien. Et donc ce que nous dit l'UNESCO aujourd'hui, c'est que pour pouvoir avancer sereinement dans l'intelligence artificielle, eh bien ce dont on a besoin, c'est de politiques internationales et nationales, des cadres réglementaires pour garantir que ces technologies émergentes profitent à l'humanité dans son ensemble. Et ce qu'il nous faut, c'est une IA centrée sur l'humain, l'IA qui doit être dans l'intérêt supérieur du peuple et non l'inverse. C'est vrai que l'IA doit être au service de la population et non pas la population au service de l'IA. Ça, c'est effectivement une question qu'on est en droit de se poser et un débat qu'on peut avoir. Donc là, je vous partagerai effectivement la page de l'UNESCO qui propose effectivement des petites choses à ce sujet-là. Mais finalement, ce que nous dit l'UNESCO, ça me rappelle également ce qu'on a pu voir donc dans ma vidéo juste ici, et je vais essayer de vous retrouver effectivement le passage pour que vous puissiez vous y retrouver si vous la regardez vous de votre côté, mais c'est ce que nous disaient déjà les principes d'Asilomar. Les principes d'Asilomar, c'est quoi? C'est une convention qui a été signée par plus de 2000 entrepreneurs, je crois, à l'époque, et c'était en 2017, qui donnait une liste de 23 principes à suivre pour pouvoir se développer sereinement avec l'intelligence artificielle. Et dedans, il y avait effectivement éviter la course à l'innovation pour ne pas être débordé. Il y avait la collaboration entre les institutions et les entreprises. Il y avait effectivement la planification des innovations. Et il y avait également le fait d'avoir un cadre réglementaire, d'avoir des politiques communes, comme peut nous le dire l'UNESCO aujourd'hui. L'autre information, je vais d'abord vous parler de celle-ci qui est un peu plus légère mais qui va dans le sens de on freine, on a peur, c'est anxiogène, on sait peut-être qu'on est allé trop loin, trop vite, etc. Il y a Midjourney qui a annoncé il y a quelques heures également arrêter les essais gratuits pour son service de génération d'images. Donc Midjourney, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'outil que j'ai utilisé notamment pour créer l'image d'Elon Musk ici. Et quand on voit effectivement le côté ultra réaliste de cette image, on peut comprendre aussi pourquoi les essais gratuits vont s'arrêter temporairement sur Midjourney. Donc la raison officielle, c'est qu'il y aurait beaucoup trop de nouveaux comptes, beaucoup trop d'utilisateurs et qu'en raison des ressources et en raison du développement de l'application, il faudrait effectivement que Midjourney ralentisse de ce côté-là. Donc on va mettre les personnes sur la liste d'attente. Officieusement, ça serait plus pour des raisons de fake news, de fake images qui peuvent avoir effectivement de grosses problématiques. Donc là aussi, on l'a évoqué dans la vidéo ici, IA GPT-5, Elon Musk dit stop. On avait expliqué effectivement un petit peu toutes les menaces et je vais essayer de vous retrouver un petit peu l'endroit où on en parlait dans cette vidéo-là, mais on prenait effectivement l'exemple du pape Swag, le pape avec une grosse doudoune blanche qui a bien buzzé sur les réseaux sociaux, qui illustre bien le fait qu'aujourd'hui, on peut mettre n'importe quelle personnalité, n'importe quel entrepreneur, n'importe quelle personne, de toute façon, dans un contexte particulier et le mettre en difficulté. Donc ça peut effectivement avoir des impacts sur la sécurité de cette personne, ça peut avoir des impacts sur la politique, l'équilibre politique d'un pays. Imaginons notre président Macron mis dans un contexte très particulier et on sort une fake news en le mettant en difficulté, effectivement, ça peut fragiliser les choses, ça peut mettre les feux aux poudres dans le contexte dans lequel on est aujourd'hui. Dans le cadre d'une élection présidentielle, par exemple, on pourrait partir du principe que des outils comme ceux-ci soient utilisés pour montrer un candidat à la présidentielle en train de faire n'importe quoi avec une fille ou quoi, comme on a pu le voir par le passé, mais là, vraiment illustré avec des images, ça pourrait vraiment être compliqué. Donc, en fait, ce qui se passe au niveau de Midjourney, et c'est ce qu'on nous dit aussi dans cet article que je vous partagerai en description, c'est qu'il va falloir de nouvelles règles de modération, il va falloir au niveau de Midjourney peut-être brider ou non, mais en tout cas trouver une solution pour que les images effectivement fake de personnalités ou malveillantes qui pourraient poser problème dans la manipulation de l'opinion, dans les fake news, etc., puissent être évitées au maximum. Et donc, ce qui se dit officieusement, c'est que Midjourney, plutôt que le fort nombre d'utilisateurs qui arrivent, mettrait en pause les essais gratuits pour notamment
prendre le temps de pouvoir mettre en place de nouvelles règles de modération et d'utilisation de ces services. Donc là, effectivement, on est en plein on rétropédale, on essaye de freiner parce qu'effectivement, on est allé assez vite ces dernières semaines et on commence à se dire que les risques qui existent et que, je vous le rappelle, j'ai cité dans cette vidéo-là que je vous encourage vraiment à venir voir parce qu'elle est vraiment importante finalement. On parle beaucoup des choses positives sur la chaîne par rapport à l'intelligence artificielle, GPT-4, etc. Mais derrière, il y a aussi des risques, des dangers, des menaces à avoir en tête si on veut avoir vraiment appréhendé la pleine mesure de l'intelligence artificielle et de l'impact qu'elle peut avoir positivement comme négativement dans notre quotidien. L'autre information qui a fait grand bruit et là justement qui explique aussi, qui illustre bien le fait que on ne maîtrise pas tout et il va falloir vraiment prendre le temps de réfléchir, de former les gens, de les éduquer pour qu'ils puissent utiliser les technologies avec bienveillance. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en Belgique, une personne s'est suicidée après avoir discuté avec une IA qui s'appelle Elisa. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a une application en fait en Belgique qui permet à des utilisateurs de discuter avec des intelligences artificielles, qui est basée sur un modèle de langage comme GPT, le GPT-J. Et donc là derrière, effectivement, je vous mettrai le lien en description parce que ce qui se passe ici, là vous le voyez sur la vidéo justement, que je vais vous mettre en fond d'écran pendant que je parle. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que Tech & Co a fait le test un petit peu de l'application et en fait elle s'est rendue compte qu'en discutant avec l'intelligence artificielle, en lui posant notamment la question est-ce que ce serait bien si je me tuais, que l'intelligence artificielle lui disait ouais, ça serait bien que tu te tues parce que finalement être mort c'est mieux qu'être vivant, etc. Et que derrière dans la discussion, comme vous allez le voir en fond d'écran, Elisa dit à ses utilisateurs, donne même des conseils, des méthodes pour mettre fin à ces jours-là, comme on peut le voir justement comme ça s'affiche sur l'écran. Et donc, ce qui se passe ici, c'est qu'en fait, j'ai pas creusé plus que ça, mais c'est une problématique de biais au niveau des prompts. Ça, j'en parle aussi dans la vidéo des menaces que je vous ai présentées plusieurs fois depuis qu'on se parle. Aujourd'hui, il y a des applications, des entrepreneurs, des entreprises qui vont se lancer, qui vont lancer des services, des logiciels intégrant des modes de langage d'intelligence artificielle, sauf que ces entreprises n'ont aucune connaissance de prompt engineering, n'ont pas les connaissances suffisantes pour bien cadrer l'intelligence artificielle, etc. Et donc, ce qui se passe dans des apps comme Elisa, c'est qu'en fait, les prompts qui sont travaillés et donc qui incitent, qui permettent à l'intelligence artificielle de répondre à ses utilisateurs ne sont pas suffisamment bien rédigés pour éviter les biais, pour éviter donc les dérives, pour éviter tout ce qui est problème d'éthique, problème de discrimination, etc. Et ça, évidemment, c'est un réel enjeu. Les personnes qui intègrent l'intelligence artificielle aujourd'hui, que ce soit dans les applications des logiciels ou même dans nos entreprises, doivent être formées à minima en prompt engineering et dans le fonctionnement des modèles de langage et comprendre quelles sont les menaces, les dérives, etc. et bien cadrer leur fonctionnalité en fonction de tout ça. Ça, c'est vraiment un enjeu. Et donc, on est en plein dans cette courbe du changement, cette courbe de la digitalisation, de la transformation, comme j'ai pu vous la présenter déjà sur la chaîne. Je vous remettrai le lien en description. Mais pendant longtemps, on a été en phase de déni. Et puis, en fait, il y a eu les informations plutôt positives qui sont arrivées, mais on a commencé à se dire, est-ce qu'on aura les compétences pour pouvoir les manier? Est-ce qu'on aura le temps aussi de se les approprier? Est-ce qu'on va pas perdre son emploi? Est-ce qu'on restera productif? Est-ce qu'on restera employable? Etc. etc. Et là, on est en plein dans ce creux de la vague où on se pose multitude de questions et on commence en fait à avoir un niveau de connaissance suffisant pour bien comprendre les menaces qui sont face à nous et les défis qu'on va devoir relever pour mettre effectivement l'intelligence artificielle au service de l'humanité et pas l'inverse. Et ça, c'est un réel enjeu. La science-fiction en a beaucoup parlé. Aujourd'hui, c'est la réalité, c'est le quotidien, c'est le défi qu'on doit relever. Et donc, je pense effectivement, je trouvais ça un petit peu bizarre, un petit peu injustifié le fait que des entrepreneurs commencent à dire il faut mettre les choses en pause. Et puis à force d'investiguer aussi pour la chaîne et pour vous présenter toutes les informations, je me rends compte en regardant aussi ce qu'on voit dans cette vidéo là actuellement, toutes les news qui se passent, ouais, il est temps peut-être de faire une pause
Et ce qui est bien, c'est que technologiquement aujourd'hui, on n'est pas capable de sortir des IA plus fortes que GPT-4, mais ça va durer 6 mois, 9 mois. Profitons de ces 6 mois, 9 mois pour mettre en pause les choses et pour réfléchir à toutes les manières de cadrer, de réglementer, mais surtout d'éviter, de se protéger de toutes les menaces qu'on évoque ensemble depuis tout à l'heure. Et donc, pour revenir un petit peu sur ce qui se passe aussi, donc, parce qu'en fait, il y a deux choses. Il y a effectivement l'aspect légitime de tout ça, parce qu'effectivement, il y a des menaces, il se passe des choses, mais il y a aussi les personnes qui sont en retard sur les sujets, les personnes qui ont peur de l'innovation, qui ont peur du progrès, qui ont peur de perdre leur position aujourd'hui dans la société, dans l'économie, bref, que sais-je. Il y a aussi les acteurs qui sont très en retard et qui veulent rattraper ce retard et donc qui vont surfer sur toutes les menaces pour ralentir le progrès. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu dans l'histoire. Donc c'est pour ça que je vous mettais cet article de l'Express. L'idée, c'était même pas de parler de cet article de l'Express, mais c'était simplement de vous présenter le sujet ici et la question que j'aimerais vous poser en commentaire. Peut-on freiner le progrès technique? Peut-on freiner l'intelligence artificielle aujourd'hui au stade où on en est? Et en fait, ce qui se passe, c'est que oui, il y aura des tentatives. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver, etc. L'idée, c'est pas d'arrêter l'intelligence artificielle, mais il y a effectivement parmi toutes les voix qui vont s'élever aujourd'hui pour nous dire qu'il faut mettre en pause, qu'il faut arrêter, que c'est une grosse menace, que l'intelligence artificielle c'est pas bien, ce seront les mêmes voix qui protestaient contre Internet, etc. Et ces voix-là, en fait, elles ont toujours existé par le passé, et je voulais vous montrer quelques exemples historiques qu'on m'a aussi présentés en commentaire, donc merci pour ces partages, puisque vous le voyez, j'intègre vraiment tout ce que vous me dites, les suggestions que vous me proposez sur la chaîne, et c'est pour ça qu'il est important que vous commentiez et qu'on discute ensemble, parce que le but c'est aussi de réfléchir ensemble et d'avancer ensemble, de progresser ensemble dans l'intelligence artificielle. Et donc par rapport au progrès technique, il y a un exemple qui est très frappant, qui est l'exemple des Luddites qui se rebellent donc contre les machines. Et en fait, ce qui se passait donc en mars, notamment en 1811, eh bien, c'est que les tisserands britanniques, en fait, cassaient les métiers mécaniques de leur usine, justement, de peur de perdre leur boulot derrière. Donc ça, c'était un premier point. Et d'autres sujets qui sont plus récents, là, pour le coup, et qui sont bien une illustration de ça, du fait qu'on va essayer de freiner les progrès techniques, que certains acteurs traditionnels vont essayer de freiner l'adoption de l'intelligence artificielle, mais que bien souvent c'est peine perdue parce que la techno finalement voit le jour. Eh bien, rappelez-vous de la guerre entre les taxis et Uber, notamment en France, et le fait qu'on a commencé à vouloir légiférer, à vouloir interdire les Uber notamment, en fait, ouais, ça a été juste du temps perdu, ça a peut-être freiné pendant quelques mois l'adoption de Uber, mais Uber est arrivé avec une solution innovante, bien meilleure que la solution taxi traditionnelle qui existait, et donc elle a pris le marché, quoi qu'on en fasse. Et ça, c'est un point qui est important. Et donc, juste pour terminer sur une note assez drôle, j'ai finalement demandé à ChatGPT s'il n'avait pas des exemples historiques marquants de freins, de résistance au progrès. Et en fait, c'est assez drôle. Donc, il me parle effectivement des Luddites, voilà, les groupes de travailleurs anglais qui détruisaient les machines textiles, les accusant de provoquer le chômage. Il y a eu un mouvement anti-vaccination, ça on a pu le voir aussi récemment avec le vaccin contre la Covid-19, le mouvement taxi, etc. Mais ce qui était intéressant aussi OGM, rappelez-vous, mais ce qui intéressant dans la réponse de ChatGPT, c'est qu'en fait elle prend un exemple qui est d'aujourd'hui, 21e siècle, en nous disant qu'il y a une opposition déjà à l'intelligence artificielle et à la robotique, et que l'essor de l'intelligence artificielle et de la robotique suscite des craintes concernant la disparition massive des emplois, des implications éthiques et de la création des machines intelligentes. Et voilà, il dit déjà et que des voix s'élèvent pour réclamer une régulation plus stricte de ces technologies, pour mettre en garde contre les conséquences potentiellement néfastes sur la société. Voilà les informations que je souhaitais vous présenter dans cette vidéo rapide. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres news qui vont un petit peu dans ce sens-là, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Qu'en dites-vous? Avez-vous peur de l'intelligence artificielle? Est-ce que comme moi, vous faites partie des enthousiastes, des passionnés, et finalement moi du coup des professionnels de l'intelligence artificielle, mais qui se posent aussi les questions et qui ont conscience que oui, il y a du positif, mais il y a du négatif, et il ne faut pas occulter le négatif, sinon l'innovation se fera dans la difficulté et dans la douleur. Voilà, dites-moi ce que vous pensez par rapport à ça. Est-ce que vous êtes au contraire ou dans un autre registre complètement à l'opposé de l'intelligence artificielle pour des raisons qu'on a pu voir dans la vidéo ou d'autres raisons? Bref, dites-moi tout ça en commentaire, on en discute avec plaisir. C'était Ludo,
cette semaine est particulière pour l'intelligence artificielle. On espère que les prochaines informations, les prochaines news seront plus réjouissantes. Je vous dis à très bientôt, je vous tiens au courant pour des tutos, des astuces, des news, des actus sur l'intelligence artificielle, le marketing digital et la technologie en général. À bientôt, ciao.